Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Avez-vous écouté tout à l'heure ma discussion avec Benoît Dutrisac? C'est très difficile d'avoir une conversation avec Benoît Dutrisac de façon continue. Je l'adore, je te salue Benoît. Est-ce qu'il m'entend? Benoît est en train de saluer son équipe parce que c'est vendredi. Tu sais, une fois par semaine, il salue l'équipe. Bonjour Benoît. Au revoir Benoît, je t'aime moi aussi. Ben, il me fait des petits bisous comme ça, on le voit. C'est toujours difficile d'avoir une conversation suivie, mais c'était intéressant parce qu'on se demandait air fryer ou pas. Des fois, dans la vie, il y a des grandes questions existentielles, comme par exemple, est-ce qu'on devrait aller voir le roi? Plus tard dans l'émission, je vais parler avec un jeune homme de 28 ans qui a mis sur pied la Société de la Couronne du Canada, parce que lui, il pense qu'il faut préserver le patrimoine royal au Canada et il est hyper excité à l'idée de la visite de Charles III la semaine prochaine. Donc, on va se parler. Ça va être un petit peu plus tard dans l'émission. Mais on va commencer l'émission avec Sarah Maud Lefebvre, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Bonjour, Sarah Maud. Bonjour. Merci de nous rendre visite en studio. Maintenant qu'on est voisins, tout le monde dans la même bâtisse, ça vaut la peine. C'est pour ça qu'on a déménagé tout le monde ensemble pour pouvoir justement communiquer comme ça. Hier, j'étais à mon bureau en train de préparer l'émission et toi, tu étais en train de faire des téléphones pour obtenir des réactions à la Commission municipale du Québec qui tape sur les doigts de la ville de Beauharnois. Pourquoi, Sarah Maud? Tout ça part d'un reportage qu'on a fait il y a quelques mois au mois de janvier où on a dévoilé, dans le fond, des dépenses incroyables qui étaient faites à la ville de Beauharnois, un peu en cachette, sur les cartes de crédit de la municipalité. Donc, on a sorti ce reportage, on a expliqué l'ensemble de ces dépenses-là. À la suite de puis quoi... on la voit ici, la une du Journal de Montréal, ça disait « Alcool, viré à l'hôtel, homards et même des chats aux frais des contribuables de Beauharnois ». Je t'avoue que ce titre-là ça frappait fort. Et donc, c'était absolument incroyable ce que tu racontais dans ce texte-là. Dans une ville, là, normalement, quand on fait des dépenses, on a des directions, la direction des ressources matérielles, exact, qui font des appels d'offres, qui font des ententes avec des fournisseurs. Là, on se rend compte que ce qui est particulier avec les cartes de crédit dans les municipalités, c'est que on peut dépenser à peu près n'importe quoi là-dessus sans surveillance. Parce que là, vous aviez mis l'accent sur Beauharnois, mais c'était dans le cadre d'un reportage beaucoup plus vaste où on parlait de différentes municipalités problématiques. Dans le cas de Beauharnois, c'était des dépenses d'alcool et tout ça. Donc, ce reportage-là paraît au mois de janvier, mais ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que, évidemment, la Commission municipale du Québec a décidé d'enquêter. Mm-hmm. Et qu'est-ce que la commission a dit dans ce rapport qui est publié là, il y a quelques jours seulement? Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent que ces dépenses-là, dans le fond, sont encadrées d'aucune façon. Ils se sont rendus compte, ils sont allés poser des questions, ils se sont rendus compte que les dépenses avec carte de crédit, il n'y avait aucun mécanisme pour encadrer ça, aucun mécanisme de surveillance. En fait, la haute direction ont chacun leur carte, dépenses, et personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Et on se rappelle que dans une ville, là, les élus, là, les conseillers, le maire, c'est eux qui sont responsables de la gestion des finances. Bien sûr. Ils devraient voir ces dépenses-là. Or, elles ne sont pas présentées de manière détaillée au conseil municipal. Ils reçoivent un montant final puis ils signent. Donc, non seulement c'est pas présenté au conseil municipal, donc ça veut dire que les membres de la haute direction municipale n'est pas au courant, mais ça veut dire par ricochet que le contribuable qui, lui, paye pour ces dépenses-là n'est même pas à même de pouvoir dire, donc il y a aucune, c'est en toute impunité, il y a aucune redevance. Là, il n'y a pas d'imputabilité. Voilà, d'imputabilité. Exactement, parce qu'un citoyen ne peut pas demander à avoir, c'est pas déposé les relevés de carte de crédit en séance du conseil municipal, donc le citoyen n'a pas accès à ça. Et plus encore, la Commission municipale du Québec expliquait que la trésorerie de la ville de Beauharnois ne peut même pas refuser une dépense. Mais ça, c'est un non-sens. Quand on dit, normalement, que ce soit un organisme municipal, provincial, fédéral, quiconque est au gouvernement, normalement, on leur demande, puisqu'on les élit, on leur demande de gérer notre argent
traditionnellement, on dit en bon père de famille. Mais s'il n'y a aucune dépense qui peut être refusée, c'est comme si je donne ma carte de crédit à mon enfant de 17 ans, là. Bien, la Commission municipale du Québec a dit vous devez d'urgence mettre en place des mécanismes de surveillance, des mécanismes pour encadrer ces dépenses-là. Parce que là, actuellement, par exemple, la directrice générale, elle peut dépenser jusqu'à 25 000 $. Donc, elle a un seuil qu'elle peut dépenser par année sur la carte de crédit, mais il n'y a rien qui encadre le type de dépenses qu'elle peut faire là-dessus. Donc, c'est là que nous, qu'on est venus, on a analysé ces cartes de crédit-là, puis on s'est rendu compte qu'il y a des dépenses qui étaient surprenantes là-dedans, des dépenses, comment juste même s'assurer qu'on a le meilleur prix? Ben oui. Quand on commande sur Amazon, là, directement comme ça, comment s'assurer qu'on a accès au meilleur prix, aux meilleurs fournisseurs? Donc, c'est vraiment à plusieurs niveaux que c'est inquiétant. Donc, ça veut dire que c'est justement, comme tu disais au tout début, normalement, on fonctionne par appel d'offres. On dit on a besoin d'avoir des nouveaux bureaux, par exemple, ou on a besoin, je sais pas, d'une machine à café. Donc, on va faire théoriquement un appel d'offres, on va prendre le plus bas soumissionnaire ou on va comparer. Mais si tu prends ta carte de crédit, c'est le bar ouvert. Oui, puis c'est ça, faire des appels d'offres à partir d'un certain montant, mais sinon, même si t'es pas obligé d'un appel d'offres, ben, généralement, tu vas aller faire un petit magasinage, voilà, vérifier les prix, etc. Ben, c'est comme on ferait, nous, à la maison, là, tu sais, tout à l'heure, je disais à Benoît, je veux m'acheter un air fryer, mais avant de l'acheter, je vais comparer celle de Ricardo, le ci, le ça. Tu sais, je veux dire, on fait ça normalement. Donc, là, ça veut dire quoi? Au municipal, en tout cas à Beauharnois, ils s'en fichent complètement, ils font juste dépenser puis sans aucune imputabilité. Oui, puis c'est un angle mort un peu, parce que Beauharnois n'est pas la seule ville qui fait ça. Donc, l'usage des cartes de crédit doit être très clairement mieux encadré. Puis on a vu les dépenses qu'il y avait là-dessus qui étaient quand même assez surprenantes. C'est quelles dépenses qui t'avaient quand tu as fait le reportage, quand le bureau a fait le reportage en janvier, la dépense qui t'avait le plus choqué, c'était-tu les chats ou le homard ou le 5 000 $, l'auberge Hatfield? C'était quoi? Ce qui m'avait étonné, c'était peut-être le montant total de me rendre compte qu'on dépensait des dizaines de milliers de dollars par année en activités pour les employés. C'est ça que j'avais trouvé quand même surprenant. T'sais, on peut comprendre qu'il y a un party de Noël chaque année, une petite sortie au restaurant. Là, je me rendais compte que moi, je suis arrivée à un chiffre de 30 000 $ par année d'activités pour la petite municipalité. Puis on s'entend, sont une vingtaine d'employés. Quand j'en ai parlé au maire, il m'avait repris. Il dit pas 30 000, c'est 40 000, moi, que je dépense par année. Il dit, t'as pas eu accès à tout. Non, mais il est incroyable. Alors, le maire de Beauharnois, on le salue, il est sûrement en train de nous écouter en ce moment. Il s'appelle Alain Dubuc. Donc, lui, il est assez hallucinant parce que toi, tu es arrivé avec donc cette décision de la Commission municipale du Québec qui dit non, là, les dépenses, par exemple, la Commission dit les dépenses en alcool, c'est non, ça n'est pas légitime, ça ne devrait pas. Puis lui, il dit, ben c'est pas grave, moi, je vais quand même continuer à dépenser pour l'alcool parce que je trouve que c'est bon pour le moral des troupes. Oui, j'ai demandé à la Ville de Beauharnois, est-ce que vous allez apporter ce changement-là qui est recommandé? Parce que dans plusieurs villes du Québec, c'est tout simplement pas permis d'acheter de l'alcool avec des fonds publics. Là, je pense, par exemple, à la Ville de Montréal. Les gestionnaires peuvent pas acheter de l'alcool au party de Noël avec des fonds publics. Donc, j'ai dit d'abord, est-ce que vous allez apporter un changement? Puis on m'a répondu hier aux communications que pour le moment, non. Et le maire, dans sa réaction au rapport de la CMQ, lui, c'est comme félicité du fait qu'il n'y a aucun acte illégal. Oui, parce que c'est important de le mentionner, Sarah Maud. C'est important de le mentionner. Oui, la commission est très sévère en disant que c'est des dépenses qui n'ont pas lieu d'être, mais elle ne dit pas que ce sont des dépenses illégales. Elle dit juste que c'est une mauvaise gestion des fonds publics. Oui, exactement. Elle dit mettez en place des mécanismes. Oui, elle dit mettez en place des mécanismes pour vous assurer que vous savez comment vous dépensez votre argent. Arrêtez de dépenser de l'argent pour l'alcool idéalement, mais oui, au sens de la loi. Il n'y a pas eu de détournement de fonds, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu... C'est juste une mauvaise utilisation parfois de l'argent, puis un mauvais encadrement selon la commission. Oui. Alors, je veux revenir sur le maire, donc, qui, manifestement, lui, trouve que pour la collégialité, pour la motivation des troupes, c'est important d'avoir toutes sortes d'événements pour que les gens se sentent, impliqués dans la communauté, dans la municipalité. On peut le comprendre. Par contre, dans les chiffres que vous aviez sortis à l'époque, Sarah Maud, on nous disait, par exemple, le party, moi, c'est ça qui m'a le plus frappé. Party de Noël 2023, on a fait imprimer sur des shops de bière le logo de Beauharnois. Ouais. Ben, tout le monde au Québec en ce moment se serre la ceinture. L'inflation est complètement débridée. Les gens ont de la difficulté à, les loyers, les hypothèques, tout est dur, tout est difficile. Et ça l'était en décembre 2023. Donc, une municipalité
fassent imprimer le logo sur des shops de bière. Moi, c'est drôle, c'est ce petit détail-là qui m'a levé le cœur. Un DJ, une cabine photographique. Une cabine photographique. Je veux dire, t'as pas besoin de ça. Un party de Noël, tout le monde est là, on prend une petite bouchée, on wait donc, c'était le fun cette année. Mais là, une cabine photographique, pourquoi? Les élus de Beauharnois sont si beaux que ça qu'ils ont besoin de se faire photographier la face au party de Noël. Je trouve ça un peu... Mais la directrice générale, quand je lui en avais parlé, elle avait plaidé que le recrutement est extrêmement difficile, que c'est dur de garder ses employés, qu'elle avait une jeune équipe, que c'est important de la garder motivée, d'où ces activités-là, parce que, bon, là, tu as soulevé l'exemple du party de Noël, mais c'est pas que ça quand on dit pour 30 000 $ ou 40 000 $ d'activités sociales par année, c'est que c'est, en plus du party de Noël, c'est une activité de sortie dans un bar à burger, un tournoi de golf avec de l'alcool payé, c'est l'auberge Hadfield. L'auberge Hadfield, tu sais, c'est une question qui peut se poser, tu sais, le maire a pas aimé quand j'ai posé ces questions-là, mais quand on a des locaux là dans une municipalité là où on doit se rencontrer pour parler de budget, est-ce que c'est nécessaire d'aller passer une nuit à l'hôtel pour discuter du budget? Ben non, mais moi je réponds non, mais faut que tu me parles des chats, s'il te plaît, parce que donc ceux qui l'ont oublié, il y a 2 chats dans l'hôtel de ville. Ah oui, ça c'est spécial. J'ai regardé les relevés de carte de crédit, puis je me suis dit, voyons donc, une fontaine à eau, c'est quoi ça, des colliers pour chats, je comprenais pas trop. Puis j'ai posé des questions à la ville, puis on dit oui, on a adopté 2 chats à des fins de zoothérapie pour nos employés. Mais c'est des beaux petits minous. C'est des beaux minous. Les minous de Beauharnois. Oui, exactement. Mais moi, si j'étais citoyenne de Beauharnois, j'aurais le minou en travers de la gorge. Oui, mais moi, c'est des citoyens qui m'en ont parlé puis qui m'ont demandé de faire des recherches à ce sujet-là, mais c'est ça. Oui, c'est des citoyens parce que ils circulent librement à l'hôtel de ville, à ce que j'ai compris. Les citoyens aussi, ils ont accès. Il y en a plusieurs qui adorent ça. Il y en a d'autres qui m'ont dit, écoutez, nous, on trouve que c'est peut-être pas normal qu'on ait tous des chats, en fait, payés par les deniers publics. Là. Ben, je vais poser une question nounoune, mais tu sais, mettons, mon chum, moi, il est allergique aux chats. On n'y habitera jamais à Beauharnois. C'est des plans, il va à l'hôtel. Non, mais c'est nono à dire. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas l'endroit, c'est pas la place. Vous avez vraiment besoin de zoothérapie. Ils sont fragiles un petit peu à Beauharnois. C'est moi qui le dis, hein. C'est pas toi. Je veux pas que te mettes dans le trouble. C'est un débat public à avoir. Le maire, je sais pas s'il vient peut-être du milieu privé, là, mais le maire disait, écoutez, moi, si je me donnais 1% d'augmentation à tous mes employés pour les garder motivés, ça me reviendrait plus cher que ça. Pour lui, c'est primordial. Il a même dit, j'ai engagé la nouvelle directrice générale pour ça. Pour motiver les troupes. Mais après ça, c'est ça, il y a aussi un contexte budgétaire, puis c'est ça qui semble déranger certains citoyens. Ben, c'est surtout qu'il y a certaines règles, et c'est pour ça que c'était très important. Premièrement, en janvier, que vous fassiez au bureau d'enquête cette enquête-là qui avait beaucoup fait jaser. Et là, ça a déclenché cette enquête de la commission municipale du Québec. Là, évidemment, on s'attend de la part de la commission municipale peut-être qu'il y ait d'autres municipalités qui se fassent pointer du doigt ou taper sur les doigts. Ça vient par dénonciation ou par article médiatique. Dans ce cas-ci, la commission municipale a ouvert une enquête à la lecture de nos articles. Dans d'autres cas, il faut que ça soit un citoyen. N'importe qui peut souligner une question à la Commission du Québec puis qui ouvre une enquête ensuite. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On encourage les gens qui nous écoutent. Si vous voyez des choses qui se passent... Écrivez-nous au bureau d'enquête. En premier. Ben, écrivez-nous en premier. Laissez faire la commission. Non, écrivez-nous. Oui. Le bureau d'enquête du Journal de Québécois va faire enquête. Puis après ça, il y aura une enquête de la commission puis ils se feront taper sur les doigts. Merci. Et on salue les 2 petits minots de Beauharnois. Merci, Sarah Maud Lefebvre. Merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. À tous les 2 ans, Statistique Canada publie sa grande enquête sur les dépenses des ménages et c'est extrêmement intéressant d'observer les résultats pour comprendre comment fonctionne la société canadienne, comment les ménages dépensent leur argent et à quel point les frais augmentent. Pas d'une année à l'autre, puisque c'est publié aux 2 ans, mais comment ça augmente de 2 ans en 2 ans. On va parler des résultats, donc, pour l'année 2023, les résultats les plus récents. On va en parler avec Fabien Major, qui est planificateur et chroniqueur financier. Fabien Major, bonjour. Bonjour, Sophie.
Quand il y a eu la pandémie, on s'est dit, on s'est serré la ceinture. De toute façon, on n'avait pas le choix. Il y avait rien qu'on pouvait faire. On pouvait pas voyager. On pouvait pas. Bon. Et là, on s'est dit, quand la pandémie a été terminée, il va y avoir des dépenses de revanche. On s'est dit, ben là, on va se lâcher lousse, on va se défaire la ceinture, on va dépenser plein d'argent. Ben oui, ça s'est vraiment passé comme ça si on regarde le rapport sur les dépenses des ménages. En effet, c'est fulgurant, des hausses de 17 à 24% dans certains cas. C'est vraiment impressionnant. Mais les gens, je crois que à la suite de la pandémie, se sont dit la vie est courte, on a peut-être perdu des proches avec la maladie. Et comme dit l'expression anglophone, you only live once, on ne vit qu'une fois. Alors profitons-en, gâtons-nous ici maintenant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on s'en parle régulièrement, Monsieur Major, mais des fois, les gens considèrent que l'économie, les finances, la bourse, c'est quelque chose de désincarné, c'est compliqué, c'est des chiffres, c'est rationnel, mais c'est émotif. C'est fondamentalement quelque chose d'émotif. Les gens réagissent avec leur cœur bien plus qu'avec leur tête, surtout quand on parle des dépenses des ménages. Donc, vous avez parlé d'une hausse fulgurante. Il y a deux mots qui ressortent vraiment, loisirs et plaisir. C'est vraiment les deux grands axes de dépenses qui ont augmenté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand il y a, par exemple, je sais pas, mettons par exemple quand il y avait eu le 11 septembre en 2001. Est-ce qu'on a vu ce genre de réaction-là dans les dépenses des gens? Non, je pense pas, parce que c'était un événement soudain et c'était un événement quand même isolé géographiquement. C'était aux États-Unis. Il y a eu des attaques aussi à Washington, mais ce qui a marqué l'esprit, c'est vraiment New York. Non, en fait, la pandémie, ça mentionnait que la planète entière était arrêtée. La planète entière pouvait donc vivre des souffrances généralisées avec la maladie et tout ce qui en découle. Mais donc la réaction, ça a été profitons-en pendant que on est en santé, pendant qu'on a encore de l'argent. Et c'est vraiment très intéressant de constater que ce flot de dépenses d'un coup dans le loisir, dans l'hébergement, les sorties, les vacances, les vols aériens et puis toutes sortes de dépenses pour avoir de l'agrément, y compris les restaurants, ben ça a coïncidé aussi et ça a entraîné l'inflation. C'est sûr que les restaurateurs ne s'attendaient pas à avoir autant de clients. Alors, quand la manne passe, on augmente un petit peu partout les prix et c'est ça l'effet de l'inflation. C'est un effet de vague et ces vagues-là sont provoquées, comme vous l'avez si bien mentionné, par les émotions. Et ce sont aussi les émotions qui guident l'économie en général, y compris les marchés boursiers. Oui. Alors, vous êtes à la fois planificateur et chroniqueur financier, donc je m'adresse aux planificateurs. Quand on voit ce genre de mouvement de masse-là, ce qu'on appelle les dépenses de revanche, il y a des opportunités là pour quelqu'un qui veut investir à la bourse. Donc, est-ce qu'on est encore dans ce mouvement de revanche? Autrement dit, si on est un bon investisseur avisé, est-ce qu'on devrait justement miser sur loisir, plaisir, en se disant, bon, on est encore sur cette vague-là post-pandémie? Très souvent, on connaît l'état des lieux après les événements. En ce moment, je serais tenté de dire qu'il y a toujours cette situation-là. L'effet Trump, on dirait que ça poursuit le genre de catastrophe ou cataclysme qui est issu un peu comme une pandémie en se disant, ben, il va tellement chambarder l'économie mondiale, profitons-en, dépensons. Mais non, ça peut aussi conduire à une autre réaction, celle de l'économie, puisque demain, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Alors, on va garder des sous tout à coup que ça nous frappe davantage avec les tarifs douaniers. On ne sait pas trop quoi faire dans les circonstances actuelles. Je pense que la prudence est de mise. Puis c'est ça le rôle aussi d'un planificateur financier, c'est de mesurer ce qui est mesurable et aussi se référer à son plan financier et de dire, regardez, nous avions dans votre plan consacré X dollars, par exemple 10 000 ou 15 000 dollars par année en dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire des choses qui sont pas nécessairement prévisible. Ça peut être des voyages sur un coup de tête ou encore aider des proches, donner des cadeaux, se gâter, acheter plus de vêtements. Mais ces dépenses-là, donc, sont budgétées avec quelque chose d'un peu flottant et indexé au coût de la vie. Si la personne est rendue à 20 000, 25 000 dans les dépenses discrétionnaires, ben là, faut arrêter. Il faut juguler un petit peu cette sortie d'argent-là puis dire aux gens, ramenons-nous au plan et suivons-le parce que les événements actuels sont probablement pas durables.
Ouais, c'est ça. C'est d'une journée à l'autre, je dirais même d'une heure à l'autre, on sait pas comment réagir. Juste avant d'entrer en onde, je regardais les nouvelles et puis j'ai eu une petite alerte média qui disait que Wall Street était en train de plonger parce que Donald Trump menaçait des tarifs de 50%. J'ai pris ça de côté. En plus des mauvaises nouvelles sur Billy Joel, sa santé va pas bien. J'ai dit ça va, je veux pas avoir ces nouvelles-là. Revenons, Monsieur Major, à cette enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Le logement est encore la principale dépense des Canadiens. Quand on dit ici que les Canadiens dépensent en moyenne le tiers de leur budget sur le logement, est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devrait être normalement quel pourcentage de notre budget qu'on met sur le logement? À 25-30%, c'est encore raisonnable, mais quand on est dans les 37, quand on est dans les 40%, ben ça fait en sorte qu'on peut plus faire autre chose que d'être à la maison et puis faire le casanier. Non, c'est difficile lorsqu'on dépasse les 30-35%, mais c'est le lot aussi des gens qui sont seuls. Moi, c'est la révélation que j'ai vue, c'est que de nombreux foyers, c'est une seule personne. Il y a eu des séparations. Et il y a des gens aussi pour qui le rêve était d'avoir une maison, mais ils se retrouvent dans la maison. C'est tellement serré qu'il n'y a pas vraiment d'autres loisirs. Alors, c'est un repli sur soi qu'on constate. Absolument. Puis, donc, vous l'avez mentionné, les maisons. Donc, pour les locataires, évidemment, on dit ici une augmentation entre 2021 et 2023. 20% d'augmentation du loyer en 2 ans, c'est absolument énorme. Donc, ça vient gruger une très grande partie du budget. Et pour ceux qui sont pas à loyer, mais qui sont propriétaires, ben, les hypothèques, il y a eu une grosse augmentation des taux d'intérêt pendant cette période-là, en 2021-2023. Donc, on a l'impression que les deux options sont néfastes financièrement. Des fois, on se dit, bon, c'est trop cher d'être propriétaire, je vais être locataire. Ben non, les prix augmentent. Donc, c'est quoi la meilleure solution? C'est d'être locataire ou d'être propriétaire? Ça dépend toujours des circonstances, des quartiers, ça dépend aussi de l'environnement, mais il est clair qu'au Canada, on manque de logements et puis la pénurie de logements s'est manifestée sur les prix, mais pour ce qui est du confort, 2022-2023, les gens cloisonnés depuis de longs mois se sont dit, je veux augmenter mon confort, je vais aller louer quelque chose de neuf. Et si c'est neuf, c'est plus cher et les augmentations annuelles peuvent dépasser le coût de la vie ou les indications de la Régie du logement parce que là, il y a plus vraiment de plafond. Alors, les augmentations ont été parfois très salées dans les habitations neuves. Ouais. Et en même temps, quand on parle des dépenses, il y a quelque chose d'assez amusant quand on parle, par exemple, les soins personnels, le maquillage, les soins de la peau. Évidemment, pendant la pandémie, ben il y a plein de gens qui sont évidemment, on arrêtait d'aller chez le coiffeur, on allait plus faire les ongles. Enfin, je parle pour les femmes. On n'a pas arrêté de se laver quand même, mais il y a plein de dépenses qu'on n'a pas faites. Donc après 2021-2023, ces dépenses-là ont énormément augmenté. Encore une fois, les motifs, tu sais, on faisait des zooms, on faisait juste se brosser un petit peu les cheveux, puis on utilisait les filtres. Oui, c'est ça, les filtres où on avait juste besoin d'habiller le haut. Puis là, après, quand on recommence à travailler, ben, il faut habiller le bas aussi. Donc, tout ça est relié, finalement. Ah oui, absolument. Puis c'est relié encore aux émotions. Là, on peut sortir, on veut se sentir beau, se sentir belle, et puis on dépense davantage en soins personnels. Mais tout ça est interrelié. Mais c'est bien comme introduction, Sophie, vous avez mentionné que c'est une façon de constater tous les mouvements sociaux à travers ces dépenses et aussi où s'en va la société en général. Mais on est très réactif à l'actualité. Ouais, c'est pour ça que je trouve que ce sont toujours des sujets absolument fascinants et il faut que les gens arrêtent de penser que parler de finances ou de bourse, que c'est un sujet aride. Enfin, avec vous, ça l'est jamais, Fabien, mais c'est un sujet passionnant parce qu'on parle justement de phénomènes sociaux, de mouvements sociaux et on parle surtout de ce qui se passe entre les deux oreilles chez les Canadiens. Merci beaucoup, Fabien Major. Je rappelle que vous êtes planificateur et chroniqueur financier. Merci, bon week-end. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
qu'est-ce que vous faites lundi le 26 mai à 13h15? Il y a beaucoup de gens qui vont être à Ottawa ou pas loin parce que ça marque l'arrivée à l'aéroport d'Ottawa de notre souverain, qu'on le veuille ou non, que ça nous réjouisse ou non. Le chef de gouvernement, c'est Mark Carney, mais le chef d'État du Canada, c'est le roi Charles III. Et il y a des gens qui sont très, très, très contents de l'arrivée du roi Charles, dont mon prochain invité. Il est tout jeune, il a 28 ans, il s'appelle Thomas Morin-Cabana et il est président de la Société de la Couronne du Canada, une société qu'il a lui-même mise sur pied pour la préservation du patrimoine royal au Canada. Monsieur Morin-Cabana, bonjour. Bonjour. Ben, écoutez, je vais raconter l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à mon collègue Benoît Dutrisac. Donc, Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, je lui dis, essaye de me trouver quelqu'un pour venir me parler des gens qui sont en faveur de la monarchie, qui sont excités par l'arrivée de Charles. Et donc, il me dit, ben, attends, je t'ai trouvé un invité, il s'appelle Thomas Morin-Cabana. J'ai dit, OK, moi, dans ma tête, c'était un monsieur de 75 ans, tu sais. Et là, quand j'ai commencé à lire sur vous, puis que j'ai vu que vous étiez né en 1997, j'ai dit, oh là là, ça, c'est une drôle de bibite. Alors, comment on fait? Ça sort d'où à 28 ans que vous soyez aussi passionné de monarchie et de royauté? C'est une question que j'ai pas vraiment de réponse exacte de où que ça sort, mais ça commence mal l'entrevue, ça, si vous avez pas de réponse. En fait, je le dis comme ça parce que je trouve que la monarchie constitutionnelle, on a tendance à tout le temps l'envoyer très loin. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps du roi d'Angleterre. Mais en réalité, le roi d'Angleterre, c'est même pas factuellement vrai, parce que l'Angleterre n'est pas un pays, est une province, on se le rappelle, quelque chose qu'on pourrait appeler comme une province. En réalité, lorsqu'il est au Royaume-Uni, il est le roi du Royaume-Uni, et lorsqu'il est au Canada, ben il est le roi du Canada. Donc, c'est pas, c'est une passion définitivement, mais c'est avant tout aussi juste un intérêt de comprendre notre système comme qu'il l'est vraiment et non pas essayer de l'interpréter comme qu'on a pu le voir par certains de nos politiciens québécois qui ont tendance à vouloir tout le temps le repousser, mettre ce dossier-là le plus géographiquement distant possible pour que les Québécois ne se sentent pas attachés au roi Charles. Donc, alors, par exemple, vous, si je vous invite à un souper ou à un party avec PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous allez pas vous allez pas, tu sais, lui, il lèvera pas son verre à la santé du roi, mais vous, oui. Donc, à ne pas inviter au même party, vous et PSPP ou... Non, je suis ouvert à toutes les discussions, tant aussi longtemps qu'on parle vraiment de faits. Malheureusement, et c'est un peu ça la raison de la Société de la Couronne du Canada, c'est qu'on essaie vraiment pas juste de parler de monarchie, mais aussi de lutter contre la désinformation et la mésinformation, je devrais dire, autour de ce sujet-là, autour du sujet de la monarchie, mais aussi autour du sujet de notre système canadien au complet. Vous savez, il y a énormément de citoyens qui ne savent même pas que au Canada, on a une Chambre des communes et un Sénat. Il y a deux chambres au Canada dans notre système parlementaire. Il y a toutes sortes de petits détails que les gens ignorent. Pas des petits détails, mais oui, tout à fait. Puis il y a plein de gens qui savent pas pourquoi, quand il y a une poursuite aux criminels, qu'on dit la couronne, le procureur de la couronne, la couronne a déposé en preuve et tout ça. Les gens savent pas qu'évidemment, tout ça, c'est pourquoi on parle de couronne. Mais c'est pas parce que on s'est fait réparer les dents, là. Alors, donc, vous êtes un fan de la monarchie, vous êtes un fan de la royauté. Pourquoi vous êtes excité? Parce que vous allez aller à Ottawa rencontrer le roi Charles III. Pourquoi? Pourquoi ça vous tente de le voir en vrai? Ben, d'abord et avant tout, je pense que peu importe qu'on soit fan de la monarchie ou non, la visite qui va avoir lieu la semaine prochaine est historique. Vous savez, la dernière fois qu'on a eu l'ouverture du Parlement avec un discours du trône fait par le souverain, ça remonte à 1977. Donc, c'est une cinquantaine d'années auparavant. Donc, ça reste que c'est un événement historique. Comme j'ai tendance à le dire, puis je le disais un peu plus tôt ce matin,
On n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour regarder les Olympiques, donc on n'a pas besoin d'être un monarchiste pour regarder le discours du trône. D'abord et avant tout, le discours du trône est fait pour annoncer les priorités du prochain gouvernement. Et comme qu'on sait, le prochain gouvernement, c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement dans une période assez achalandée géopolitiquement parlant. Et donc, ça va concerner tous les Canadiens et les Canadiennes parce que, voilà, on va venir parler d'économie, on va venir parler de santé, on va venir parler de tous les sujets ici et là qui sont intéressants. Donc, bien évidemment que j'encourage tous les Canadiens, monarchistes ou non, à regarder l'événement, parce que c'est historique, ça fait partie de notre histoire et des discours du trône, on ne revoit pas ça très souvent fait par le monarque en personne. Mais alors, donc je vais faire l'avocat du diable, mais pas tant que ça, parce que ça représente un petit peu ce que je pense. Que répondriez-vous, Thomas, à quelqu'un qui dirait « c'est extrêmement humiliant. On le sait qu'on est une monarchie constitutionnelle, on sait que c'est lui qui est le chef d'État. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de se mettre à genoux devant lui, puis de lui demander à, tu sais, grand-papa, parce qu'il est grand-papa, de demander à grand-papa Charles de venir nous voir, puis de nous donner sa petite sanction royale. Déjà, on a Mary Simon, la gouverneure générale. Déjà, il y a des lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces qui sont les représentants du roi. On a-tu besoin d'avoir le boss lui-même qui vient nous c'est paternaliste. Ce système-là est paternaliste. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un, hypothétiquement, qui dirait ça? Je répondrais d'abord et avant tout, on sait que le premier ministre Marc Carney a décidé de faire ça pour plusieurs raisons. Il parlait de souveraineté canadienne, mais d'abord et avant tout, on le sait que c'est suite aux pressions qu'on a reçues de la part des États-Unis. On a reçu beaucoup de pressions américaines. On est dans une situation que malheureusement, à la frontière sud, M. Trump ne respecte très peu de gens autres que certaines familles royales. Et on essaie un peu, bien évidemment, d'impressionner à ce niveau-là. Mais aussi, on essaie de faire comprendre à M. Trump que on n'a pas besoin d'un autre souverain. On n'a pas besoin de refaire ou de repenser à notre souveraineté canadienne. Nous sommes un pays souverain. On a un gouvernement. Notre gouvernement est opérationnel. Il fonctionne. Il y a des élections qui ont eu lieu puis que ça est venu avec un mode de scrutin qui est démocratique. Et on a un souverain comme chef d'État représenté par un gouverneur général et des lieutenants-gouverneurs pour vraiment justement représenter cette souveraineté-là. Donc, on n'est pas à la recherche d'un souverain. On en a déjà un. Oui, mais en même temps, vous vous rendez compte que même en le disant, vous contredisez, je dis ça en toute politesse et en tout respect, c'est-à-dire que vous dites, c'est une façon d'envoyer un message à Donald Trump qui veut qu'on devienne le 51e État, en lui disant, on n'a pas besoin de toi, Donald, on est souverain. On n'est pas si souverain que ça, parce qu'on est assujetti à la couronne, du roi Charles. Donc, c'est comme on veut faire un pied de nez à Donald Trump en disant on est capable de faire nos patentes nous-mêmes, mais on se met à genoux puis on demande au roi Charles de venir lire le discours du trône. Je trouve qu'il y a une grosse contradiction. La couronne du roi Charles que vous parlez, c'est justement, c'est là qu'il faut rappeler les faits. C'est la couronne canadienne. C'est vraiment on a une couronne canadienne sur nos passeports. C'est le passeport canadien qui a les armoiries canadiennes dessus avec une couronne canadienne. Et le discours du trône, c'est simplement une manière neutre, non partisane, bien que c'est écrit par le gouvernement qui a été élu, qui est un gouvernement libéral, mais une couronne qui représente tous les citoyens, peu importe le parti, peu importe l'allégeance, qui représente toutes les institutions et les organisations, et un discours du trône qui est fait pour, justement, énoncer les priorités dans un Canada qu'on veut de plus en plus uni, qu'on essaye de rassembler puis qu'on essaye d'unir. C'est pas tout le monde qui veut que le Canada soit uni. Là, j'en connais une couple à Québec qui aimerait ça. Puis même à Ottawa qui aimerait ça que le Québec devienne un pays à part. Mais parlons de sous quand même. Parce que je comprends que vous, à la Société de la Couronne du Canada, vous êtes en faveur du patrimoine et tout ça. Je comprends tout ça, puis je le respecte, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, c'est sûr ça nous coûte cher, là. Tu sais, le salaire de Mary Simon, surtout quand elle prend des billets d'avion, des vols, puis qu'il y a des petites rondelles de citron, des petites rondelles de lime, ça coûte cher aux contribuables. Puis là, je vais essayer de retrouver... Oui, c'est ça. Nos collègues du Journal de Montréal avaient fait le calcul le 31 mars 2025. Les contribuables canadiens jettent chaque année 65 millions de dollars dans la couronne du roi Charles.
elle nous coûte cher, la petite couronne de Charles, là. Moi, j'ai un malaise avec ça. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 65 millions de dollars avec nos systèmes de santé, notre éducation, les routes. Ben, vous savez, sachant qu'on est environ 40 millions de Canadiens, 65 millions représentent $1 et 30 mais c'est $1 de trop. C'est $1 de trop, Thomas. C'est sûr que si on parle de notre budget à vous et moi, ça fait impressionnant 65 millions, mais 65 millions, c'est refaire le trottoir dans une rue sur le bord d'un parc quasiment. Donc c'est pas énorme. Vous exagérez un peu, mais ouais. Bah, c'est quasiment. Tout coûte cher, vous le savez, nos jours, tout coûte cher. On essaie de refaire le toit du stade olympique depuis des années, puis on n'a jamais réussi encore. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que le roi Charles, on va payer au niveau du roi Charles lorsqu'il est en visite au Canada. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il est au Royaume-Uni, on paye pour lui. Ce n'est pas vrai. On paye seulement durant les visites qui sont canadiennes. Oui, mais on paye pour Mary Simon, puis on paye pour les lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces. On paye pour Mary Simon, oui, mais on pourrait, à la place, si on était une république et non une monarchie constitutionnelle, on aurait à payer des frais tout autant exorbitants. Sinon, je devrais quasiment dire plus exorbitant qu'une monarchie constitutionnelle. J'aimerais ça parler à votre comptable. Là. Comment ça nous coûterait plus cher d'être en république? On économise 65 millions drette là. Vous savez, si je prends justement l'exemple d'une république, on parlait tantôt des États-Unis, regardez le déplacement du président américain ou de n'importe quel président, même des pays un petit peu plus petits, comment ça coûte cher. C'est des avions, c'est des véhicules blindés, c'est énormément de sécurité et de protection. Une gouverneure générale, ça en prend quand même. Il faut faire attention à nos autorités. Par contre, beaucoup moins. Ah, OK. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on a eu un bon deal. Mary Simon, elle parle même pas français et elle dépense des frais de fou quand elle prend l'avion pour ses déplacements, mais ça coûte moins cher que si on avait un président de la République. Écoutez, on aura l'occasion sûrement de s'en reparler. Thomas Morin-Cabana, vous êtes président tout jeune, président de la Société de la Couronne du Canada. Alors, longue vie au roi Charles. Hein, on lui veut rien de mal au roi Charles, mais on a hâte qu'il arrive parce que comme ça, plus tôt il arrive, plus tôt il repart. Merci beaucoup, Thomas. Oui, mais moi, j'ai le droit à mon opinion, puis vous avez la vôtre. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Bonne journée. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Rémi, on a toujours su, toi et moi, on le sait, Québec, société distincte, le Québec, hein, on n'a vraiment pas grand-chose à voir des fois avec le reste du Canada, le fameux ROC. Mais là, c'est documenté par des chercheurs chevronnés, la différence québécoise. De quoi s'agit-il, Rémi? Bien, en fait, à la base, c'était une idée de Maxime Pedneau-Jobin. Moi, j'étais allé, je m'étais ramassé autour d'une table avec Maxime Pedneau-Jobin il y a quelques années, puis il disait, moi, je ramasse plein d'articles de journaux, des brochures. À chaque fois que je vois que le Québec est différent, je déchire l'article puis je le mets dans un dossier. D'accord. Et là, dans les années qui ont suivi, il est devenu très occupé. Il est notamment devenu le directeur général du Musée national de l'histoire. Donc, il a rencontré un jeune chercheur qui s'appelle Vincent Vallée, à qui il a octroyé la responsabilité de faire quelque chose avec ces données-là. Et ça a donné un livre qui sort cette semaine qui s'appelle « La différence québécoise ». Et j'ai assisté au lancement et durant... Parmi les discours qui ont été prononcés durant le lancement, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, ce livre-là était nécessaire parce que même les gens les plus fiers d'être québécois ont quand même de la difficulté quand vient le temps d'expliquer ce que c'est que le Québec, à donner des exemples clairs et précis. On peut être fier d'être québécois, puis on se fait dire, mais c'est quoi le Québec par rapport au reste du Canada? Puis on dit, on est accueillant. Ah, les autres sont pas accueillants. On est tolérant. Ah, les autres sont pas tolérants. Mais là, ce livre-là arrive avec un tas d'exemples. Puis je voulais... OK, alors vas-y.
Oui, parce que, alors c'est important de dire, c'est un livre, mais c'est également un site Internet. D'ailleurs, Jean-Philippe va nous montrer quelques exemples du site web où on peut, en effet, se promener puis découvrir toutes sortes, merci, la différence québécoise. Donc, vous tapez ça et vous allez avoir plein d'exemples. Mais dis-moi lesquels, toi, tu as retenu de ce livre-là, Rémi? Le Québec serait le seul endroit en Amérique du Nord où il y a encore des cinéparcs. Oui, tout à fait. Avec le tiers du budget des fonds des médias du Canada, le Québec produit à lui seul plus de télé que le Canada anglais. Okay? Plus de télé, de variété, plus de séries de fiction. Parmi tous les films, productions québécoises qui ont dépassé le million de téléspectateurs, il y en a juste 2 au Canada, il y en a 29 au Québec. Oui, donc ça, c'est fascinant. Prenons le temps, juste 2 secondes, là, ça, c'est vrai, parce que tu regardes, je veux dire, Sortez-moi d'ici, qui est une émission qui a fait 1,7 million. Si tu regardes le Bye Bye, si tu regardes Star Academy, si tu regardes, c'est 1 million et plus. Au Canada anglais, mais il faut dire qu'il y a la barrière de la langue aussi qui fait en sorte que, eux, ils écoutent beaucoup plus d'émissions américaines que nous. Mais en effet, c'est une particularité. On a une relation à notre télévision que les Canadiens anglais n'ont pas. Ah oui, tout à fait. Dans le domaine de l'économie, est-ce que tu savais que le Québec est le 2e endroit au monde où le taux d'emploi des femmes est le plus élevé? Mais ça me surprend pas. Ça ne me surprend pas, les maudits Suédois. Je les adore. Mais ils sont toujours parfaits, les Suédois. C'est dans ce sens-là que je dis ça. Faites attention, là. Traitez-moi pas de suédophobe. Mais ils sont toujours parfaits, les Suédois. Ils sont toujours numéro 1 dans tout. Je suis très contente de savoir qu'au Québec, on est numéro 2 dans ce domaine-là. Les Québécois sont ceux qui épargnent le plus au Canada. En tout cas, le taux d'épargne chez les Québécois est le plus élevé au Canada. Je dis pas en somme, mais le taux d'épargne, c'est fascinant, ça, quand même. Ça veut dire qu'on est habitué à mettre de l'argent en dessous de l'oreiller ou idéalement dans un compte de banque, mais on est les meilleurs là-dedans. Ça me surprend, ça. Parce que je pensais que les Québécois, au contraire, étaient très dépensiers en vue de leur côté, justement, très latin, très « je profite de la vie »,« you only live once », etc., le mouvement YOLO. Mais ça a l'air qu'on épargne. Bon, tant mieux. C'est bon à savoir. Je dis ça parce que les Québécois sont ceux au Canada qui ont le plus de piscines. D'accord? Une piscine sur 2 au Canada est au Québec. Non, mais ça, c'est hilarant parce que quand on rentre, mettons, on va à l'étranger et on survole l'approche de Montréal en avion, c'est une petite maison, un rond bleu, une petite maison, un rond bleu, une petite maison, un rond bleu. C'est hilarant de voir ça. La SAQ est le plus gros importateur de vin de Bordeaux au monde. Au monde. Ouais. Évidemment, les Français n'ont pas besoin. Les Français doivent boire plus de vin de Bordeaux, mais ils n'en importent pas. Le vin est produit chez eux. Mais parmi ceux qui en importent, la SAQ est vraiment le plus gros importateur. Là, il y en a des drôles aussi. OK? Attends, 2 secondes sur Bordeaux. Est-ce que je t'ai déjà raconté mon anecdote sur le vin de Bordeaux? Non, pas encore. Mais ça fait des années qu'on se connaît, Rémi, puis on soupe ensemble. Souvent, je t'ai jamais raconté ça. Je vais essayer de le faire vite, OK, parce que c'est un tout petit peu hors sujet. Mais écoute, on est vendredi. Donc, moi, je suis née à Bordeaux, dans la ville de Bordeaux, en 1965. Et donc, à un moment donné, à l'âge adulte, je vais à Bordeaux et... sur la place principale à Bordeaux, il y a la Maison des vins où tu peux acheter une bouteille de ton année de naissance. Et évidemment, les meilleures années coûtent plus cher que les moins bonnes années. Donc moi, je regarde dans le catalogue des vins de Bordeaux pour l'année 1965, savoir combien ça va me coûter. Et là, il y a un tiret. Il y a juste un tiret. Fait que là, je vais voir la dame, je dis, pourquoi je peux pas acheter une bouteille de 1965? Elle dit, c'était une année pourrie dans le vin. C'était tellement une année pourrie qu'on vend même pas les bouteilles de Bordeaux de cette année-là, parce que c'est comme du vinaigre, la personne veut en acheter. Fait que ça donne ma phrase célèbre. On peut pas tout réussir à Bordeaux en 1965. On a raté le vin, mais on a réussi les animatrices radio. Longue histoire. J'ai pris beaucoup trop de temps dans ta chronique. Vas-y, mon beau Rémi. Non, il y a aucun problème. Savais-tu que le Québec est l'endroit au Canada, parmi toutes les provinces, où on tolère le plus l'alcool au volant? Parce que partout à l'extérieur du Québec, c'est 0,05. Ici, c'est 0,08. Yes, sir. Yes, non, je le sais. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je pense que c'est Mathieu Bock-Côté ce matin dans le journal qui est absolument furieux de ça, qu'on veuille l'abaisser à 0,05. Mais cette semaine, j'ai fait une entrevue avec
avec le papa d'une jeune femme qui a été tuée par un chauffard et qui, lui, milite depuis plusieurs années en faveur du 0.05. Donc, moi, je pense qu'on devrait pas être très fiers de cette différence québécoise. Mais continue, Rémi. C'est au Québec que les femmes se trouvent le plus belles au monde. On les a sondées, les Québécoises, et en proportion, c'est au Québec qu'elles se trouvent le plus belles. Il faut dire que ce sont les plus belles au monde aussi. On les comprend, ces femmes-là. C'est au Québec, au Canada, qu'on fait le plus l'amour. OK? C'est dans la province de Québec qu'on le fait le plus. Le Québec est la société la moins violente au Canada. Québec est la ville en Amérique du Nord qui a été la plus assiégée de toute l'histoire. Ah ben ça, oui. Les maudits Anglais. C'est merveilleux. On est différent, on est beau. Il y a plusieurs façons de l'être, mais maudit qu'on devrait se trouver bon parce qu'on l'est. Ben, on fait l'amour. Après ça, on s'en va dans la piscine et on boit du vin de Bordeaux. Et comme ça, on montre notre différence avec le reste du Canada. Puis après ça, on sort de la piscine, on s'en va devant un miroir, puis on se trouve beau et belle. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Donc, je rappelle que le livre s'intitule La différence québécoise. Il y a le site web aussi. Merci à Hugo Veilleux, journaliste à la recherche, Jean-Philippe Leroux à la réalisation, la mise en onde, Fred Bastien à tous les titres absolument extraordinaires. Merci à vous et à lundi. Cube.